à tous, bienvenue à notre entretien consacré aujourd'hui aux récentes tensions institutionnelles et politiques qui secouent le Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le paysage politique actuel est marqué par des décisions administratives controversées, des accusations de complot contre la sûreté de l'État, des soutiens politiques affirmés, ainsi que des débats sur les lois électorales et la question d'un éventuel mandat présidentiel. Ces sujets suscitent des réactions tant dans le milieu politique que dans l'opinion publique. Pour discuter de ces tensions institutionnelles, notre invité est M. Franck Métolé Passassi, membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau et au passage ingénieur en ingénierie énergétique et électrique. Monsieur Passassi nous aidera à mieux comprendre ces enjeux, les implications pour le Bénin et les perspectives qui en découlent. Bonjour Monsieur Franck Passassi, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame la journaliste, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien, vous aussi j'espère. Ça va bien. Pour démarrer cet entretien, nous aimerions nous attarder d'abord sur les tensions au sein des institutions politiques. Comment réagissez-vous aux déclarations de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, qui a affirmé que ça ne va pas dans le pays? Merci beaucoup Madame la journaliste. Je voudrais avant tout propos rendre un hommage à un de vos confrères. Je veux nommer Noumon Xavier, qui il y a de cela quelques mois m'a reçu sur ce plateau, avec qui quand même j'ai des affinités au-delà, hors du cadre professionnel. Je voudrais rendre cet hommage. Et pour revenir à votre question, je voudrais sincèrement vous remercier de m'avoir donné la parole ce matin et de me permettre d'opiner sur les grands sujets de préoccupation nationale. Ceci dit, pour aborder votre question, je dirais que c'est vraiment regrettable. C'est regrettable que notre doyen, notre PP, je veux nommer l'ex-président de la Cour constitutionnelle, M. Ousmane Batoko, dans son analyse, dans sa lecture de la situation politique, puisse se confondre justement à des, je dirais, des incitations ou du moins ce qu'on appelle des justifications de coup d'État. Ceci dit, et c'est encore beaucoup plus regrettable lorsque si on se confère à l'identité de la personne de l'ancien président, l'ex-président de la Cour suprême qu'il a été, parce que quand je l'ai suivi sur des plateformes, j'ai senti que nous avons la lecture que nous faisons, c'est une lecture où il dit précisément que ce sont des problèmes qui amènent les échos de coup d'État, des malaises qui entraînent des échos de coup d'État. C'est dommage qu'une personnalité de ce rang puisse être en mesure de pouvoir le dire. Vous savez, l'essence de la démocratie même, ce sont des problèmes. L'essence de la démocratie, s'il n'y a pas de problème, il ne peut pas avoir la démocratie, surtout que nous sommes dans un système démocratique. C'est ces problèmes, la résolution de ces problèmes, l'engrenage de ces problèmes qui crée un peu le bien-être, la justification, tout ce qui est justificatif au niveau de la démocratie. Mieux, vous me posez la question de savoir si est-ce que notre PP a tort ou de demander si ce sont des problèmes qui amènent les échos de coup d'État ou soit c'est des malaises qui sont constatés dans le système politique qui nous gère en ce moment. Je dirais que c'est logique que nous puissions, à cette étape de la gestion du pays, je ne vous rappelle rien, je me souvenais juste que nous sommes à la fin du deuxième mandat constitutionnel du président de la République et je peux dire son dernier mandat. Et à partir de là, c'est normal que nous puissions constater justement ces
malaises que notre PP puisse relate en ce moment, et que ces malaises n'est rien d'autre que des ambitions. C'est l'expression des différentes ambitions. À la fin d'un régime, à la fin d'un système, naissent souvent des ambitions. Dites notre PP qui a déjà fait son temps, quelle ambition par? Ouais, quelle ambition? C'est ce que je disais que naissent des ambitions, c'est des ambitions de gestion du pays après le départ du président actuel. Et ce qui se passe et ce qui s'observe comme malaise, c'est qu'il y a des personnes qui pensent que pour exprimer leurs ambitions, ils peuvent passer par des moyens légaux et qui le font dans un cadre vraiment légaux et qui le font avec des moyens hygiéniques. Mais il y a d'autres qui, en voulant exprimer ces ambitions, le font dans un cadre, en fait, pensent le faire dans un cadre illégal. À partir de ce moment, vous allez constater que, justement, on voit vraiment l'expression de ces ambitions, je dirais, dans des entreprises criminelles et funestes. Donc, est-ce que des moyens, est-ce que les malaises que nous retrouvons, est-ce que ces problèmes puissent faire appel à des échos de coups d'État? Moi, je pense que non et non et non. Donc, notre PP, dans sa posture, mieux, certainement, il y a de cela, nous avons pensé, il y a de cela quelques jours, que dans notre analyse, et que notre PP, certainement, peut se tromper, parce que vous savez, sous l'effet, certainement, de l'émotion, on peut se retrouver à des niveaux où, quand on vous tend le micro, vous puissiez peut-être sortir un peu du cadrage. Mais non, le PP, notre doyen Ousmane Batoko, a redit encore il y a de cela quelques jours ses intentions et a précisé nous n'avons pas tort. Ceci dit, alors, il faut remarquer deux choses. Il faut remarquer, tirons deux conclusions, que la première conclusion il faudrait que nous puissions tirer, c'est que oui, dans l'entrevue, enfin dans l'interview du doyen Ousmane Batoko, il disait qu'il y a de cela à quelque temps, il était le premier juge, disons, le premier juge, et de son statut du premier juge, je pense qu'il est en train de trahir beaucoup de choses en le disant, et le poste qu'il a eu à occuper pendant plus de 10 ans, il n'honore pas ça, il n'est pas en train réellement d'honorer, et je ne pense pas qu'il honore vraiment à travers vraiment sa posture actuelle, parce que qu'on veut ou non, il a aussi droit à des réserves professionnelles qu'il a eu à livrer dans le cadre. Et mieux, vous savez, quand il a déployé le système démocratique dans lequel nous sommes, quand vous prenez effectivement un système démocratique, le système démocratique tel perçu il y a en 90 ne peut pas être un système démocratique tel perçu. Nous sommes en 2004, non, parce que la démocratie, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Et une démocratie dynamique, je dis bien, c'est une démocratie morte. Une démocratie statique et une démocratie morte. La dynamique, parce que vous savez, la démocratie est appelée à accompagner le développement. Et à partir de ce développement, nous attendons tous. Donc je pense que dans son approche, c'est regrettable que le doyen puisse se positionner et puisse se confondre vraiment à cette cas, puisse se confondre réellement à des problèmes réellement en situant que c'est des problèmes qui appellent des échos de coups d'État et en aucun cas, on ne peut pas parler des échos de coups d'État dans un système démocratique. Non et non. Vous faites bien de parler de la dynamique démocratique. Que pensez-vous des remarques de Batoko sur la gestion des institutions démocratiques en alléguant que personne n'a les bonnes informations pour rassurer la population? Vous savez, aujourd'hui, jusque-là, parce que quand nous avons écouté un peu l'interview du doyen Batoko, comme vous l'avez dit, je ne pense pas qu'il y ait un président d'institution qui soit en mesure de pouvoir dire réellement les malaises. Je vous ai expliqué réellement les malaises, la cause de ces malaises, c'est un peu l'expression
réellement de ces ambitions-là. Et jusque-là, on n'a pas entendu qu'il y a un président d'institution qui a eu à démissionner ou qui a eu vraiment à faire une sortie pour pouvoir aller dénoncer vraiment ce que le doyen relève. Les malaises, les malaises vraiment qu'on observe, c'est vraiment l'expression de ces ambitions, ce qui est logique dans un système démocratique qui est en fin de mandat où d'autres pensent faire cette lutte dans un cadre beaucoup plus légal, mais d'autres pensent le faire dans un cadre beaucoup plus finesse, dans une entreprise finesse et criminelle. Monsieur Franck Passassi, nous recevions il y a une semaine Madame Christelle Rondon-Ougbo, toujours sur ce même plateau en sa qualité de secrétaire administrative, et quelques jours après, on apprend qu'elle a été révoquée pour faute administrative. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur les raisons de cette révocation? Merci beaucoup, madame. Je pense que, comme vous-même, vous l'avez lu, il y a eu un acte de révocation. Et cet acte de révocation, en lui-même, et en son article 2, est beaucoup plus clair et apporte les justifications réellement de cette révocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'UP Le Renouveau, nous prenons beaucoup plus la discipline et la rigueur. La discipline, tant au niveau de la gestion militante qu'au niveau de la gestion administrative du parti. Ici, il ne s'agit pas d'une faute politique. Il s'agit d'une faute administrative parce que l'administration du parti, la gestion de l'équipe dirigeante du parti reproche à notre camarade d'avoir signé un contrat qui engage la vie du parti, qui engage les responsabilités du parti sans pouvoir prendre l'aval ou sans autorisation ou ne pas être capable de pouvoir le faire. Donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est un peu beaucoup plus une faute administrative que notre camarade qu'on a eu à constater, et d'où la révocation que vous avez constatée. Mieux, ce qu'il faut juste retenir et saluer dans ce cas, il faut saluer l'Union progressive au renouveau qui a compris très tôt qu'il faut fixer le cap. En fixant le cap comment? En prenant des mesures pour montrer que nul n'est au-dessus des tests et règlements qui régissent le parti. Nul n'est au-dessus. Et à partir de là, nous comprenons très bien vraiment que le parti que nous représentons, qui est l'Union progressive au renouveau, à travers ça, la haute direction politique, a abordé réellement, montre clairement sa posture de respect des tests, de respect des disciplines, de respect au niveau des rigueurs, et franchement au niveau de cette gestion. La gestion nous amène à ce que, au niveau de notre camarade Christelle Rondon-Ougbo, l'exemple qui est donné dans ce sens, cet exemple nous permet en réalité de pouvoir savoir qu'il y a une rigueur. Et à partir de cette rigueur, la discipline que nous avons, cette discipline permet aux militants, nous sommes, de comprendre réellement qu'il faut pouvoir suivre les règles qui sont établies. Donc c'est nous, je dirais, c'est une sanction, une révocation purement administrative et non politique. Comment interprétez-vous cette révocation dans le contexte actuel marqué par une certaine tension entre institutions et administration publique? C'est ça que je notais. En réalité, il faut juste comprendre que ce n'est pas la révocation est juste administrative et n'est pas politique. Donc il faut dissocier réellement le but de cette révocation, les causes de cette révocation, elle est administrative. Au sein de votre parti, comment cette décision est-elle perçue par les membres? Crée-t-elle des divisions ou est-elle acceptée comme une nécessité? Il y a eu des discussions. Il y a eu des concertations avant que cette décision ne soit prise. Donc, nous savons qu'au niveau de l'UP Le Renouveau, rien ne se fait au hasard. Tout se fait vraiment suivant les règles de l'art. Donc, nos camarades ont réellement appréhendé, ont compris réellement ce qui s'est passé. Abordons maintenant un autre sujet qui continue de faire couler beaucoup, donc l'affaire de complot contre la sûreté de l'État et les soutiens qui se sont exprimés en faveur de M. Olivier Bokor. Cette affaire semble cristalliser les tensions particulières et pose des questions sur la confiance entre certaines figures politiques de l'État. M. Passassi, considérez-vous que ces accusations reflètent une réelle menace ou un climat de suspicion à l'égard des opposants politiques?
Non, moi je pense que ce qu'il faut retenir justement au niveau de ces accusations, c'est un sujet préoccupant. C'est un sujet préoccupant et majeur qui interpelle notre conscience collective et notre éducation collective et qui nous appelle à ce que nous puissions dorénavant promouvoir la culture de la citoyenneté et l'éducation politique. Parce que quand vous voyez un peu et quand nous lisons un peu, ou bien comme nous essayons de nous interpeller par rapport à la profondeur de ce que vous venez d'énoncer, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un problème majeur et d'éducation politique et de culture de la citoyenneté qu'il faudrait vraiment que nous puissions travailler à étendre dans toutes les autres couches socio-politiques de notre pays, dans les milieux économiques, dans les milieux financiers et même dans les corps de métier. Donc, cette problématique nous amène réellement à s'interroger et à s'approprier. Les partis politiques, dans leurs ensembles, le font très bien déjà et à l'égard de leurs militants. Mais il faudrait que de façon générale, nous puissions déployer vers vraiment les autres couches, comme je viens de le dire, parce que aller vraiment dans ce sens, dans le sens de coup d'État ou dans d'autres, cela nous appelle à un problème de culture de la citoyenneté et de l'éducation politique. Il faut vraiment la promotion de ces deux éléments-là. Dans cette affaire, des soutiens notables comme Mitokpe se sont prononcés en faveur d'Olivier Bokor. Comment expliquez-vous cet élan de soutien et quel impact pensez-vous qu'il a sur l'opinion publique? Je dirais, j'ai suivi avec attention notre compatriote Jean-Eudes Mitokpe. J'ai suivi avec attention son intervention. Et ce qui est regrettable dans son intervention, c'est que notre compatriote, dans son essai politique sur les questions de liberté d'expression, d'état de droit et de démocratie, puisse déjà, dans le format de sa sortie, en disant qu'il est au Bénin et qu'il sort et qu'il puisse s'exprimer librement, démontre clairement la jouissance de ces différentes notions que lui-même permet de dénoncer. Ça veut dire que le format de sa sortie lui-même reflète réellement que ce qu'il dénonce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas réaliste. Et qu'il a voulu juste se faire paraître parce qu'il faut juste sortir. Alors, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand le compatriote dit qu'il n'y a pas coup d'État, mais qu'il y a complot contre l'autorité de l'État. Mais pour ce que je sais, c'est que les mises en cause ne sont pas inculpées pour une affaire de coup d'État. Les mises en cause sont inculpées pour 3 chefs d'infraction. Il y a complot contre l'autorité de l'État, blanchiment de capitaux et puis corruption d'agents publics. J'ai suivi, madame, la dernière fois, Maître Paraiso. Et Maître Paraiso nous a clairement expliqué justement les nuancés et les infractions, complot contre l'autorité de l'État et ce qu'on appelle attentat contre l'autorité de l'État que nous appelons couramment coup d'État. La question qui se pose, c'est qu'au vu de l'article 194 de notre code pénal, on dit qu'il y a infraction, complot contre l'autorité de l'État établie lorsque nous nous retrouvons en présence de 3 éléments. Il y a ce qu'on appelle l'intention, il y a ce qu'on appelle la volonté concertée, et puis après, il y a les moyens matériels, c'est-à-dire les moyens financiers, moyens humains, et puis moyens stratégiques. La question qui se pose, c'est que, est-ce qu'au vu des éléments que nous avons vus étalés sur la place publique, est-ce qu'il y a complot contre l'autorité de l'État ou pas? Moi, j'ai mon opinion, j'ai ma réponse, mais en tant qu'ouvrier qui travaille sur un chantier de justice, chantier de démocratie et chantier de présomption d'innocence,
Je préfère suggérer que la justice puisse faire son travail pour nous permettre fondamentalement de faire la lumière sur ces différentes infractions auxquelles nos compatriotes sont accusés. Mieux, quand nous voyons notre compatriote dire, et c'est très grave parce que le compatriote, lui, il dit que les juges de la CREAT sont à la sorte du président de la République et que la CREAT n'est pas indépendante. Pour ancien journaliste qu'il a été ou du moins qu'il est, c'est qu'il faut se poser la question que lui, il sait exactement ce qu'on appelle diffamation. Il sait ce qu'on appelle outrage à magistrat. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il avance? Je me réjouis, je suis jeune acteur politique. Je me réjouis de voir notre compatriote, étant jeune, s'exprimer et pouvoir prendre de la dimension, pouvoir s'exprimer, utiliser des mots. Je m'en réjouis. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il faut prendre la parole, dire des choses qui sont inexactes et se retrouver après avec ses avenues, parce que quand il va dire ça, il va faire face à des chefs d'accusation de diffamation ou d'outrage à magistrat, les gens vont dire c'est la chasse aux sorcières. Pour montrer vraiment, pour suggérer ce que je suggère humblement à notre compatriote, qui, je pense que a pu faire ce qu'on appelle une sortie seulement pour paraître, ce que je pense mieux, il y a quand même quelques jours, juste après sa sortie, près de 31 mouvements qui défendaient les mêmes causes que lui. Et que ces 31 mouvements ont plaidé quoi? De la magnanimité, à demander au chef de l'État pour que la lumière puisse être faite sur ces différentes infractions, pour que la justice, de laisser la justice faire son travail. Donc, en gros, je voudrais juste suggérer que, étant jeune dans l'arène politique, nous puissions réfléchir sur le choix de nos mots, sur le choix de nos interventions, quand nous avons des interventions publiques. Alors, l'intervention de M. Mitokwe, entre autres, pourrait-elle être perçue comme une mise en garde ou un avertissement envers ces acteurs politiques? Mise en garde, avertissement, je dirais non. Comme je vous ai dit, l'intervention de Mitokwe dans notre approche se résume un peu beaucoup plus dans un jeune qui veut paraître, parce que dans le fond, ce qu'il dit, complot contre le peuple, il n'y en a pas. Pour ce que nous savons, ce n'est pas ces chefs d'accusation. Et il faut pouvoir, les chefs d'accusation sont clairs, je viens de le dire, c'est complot contre l'autorité de l'État. Et à quel moment c'est établi? C'est que quand il y a réunion de 3 éléments, à savoir l'intention, la volonté concertée et les moyens matériels, moyens financiers, moyens humains et moyens stratégiques qui se réunissent. Et nous nous posons la question, et vous êtes là, je vous pose aussi la même question pour savoir, vous avez certainement votre réponse et votre point de vue, mais au vu des éléments qui sont sur la place publique et que nous avons tous vus, est-ce qu'il y a complot contre l'autorité de l'État ou pas? Mais nous ne sommes pas la justice. Laissons une fois que l'affaire est aux mains de la justice. La question que vous avez posée, c'est une question d'autant plus importante que le compatriote lui-même, sans attendre la justice, déclare déjà l'innocence des mises en cause. Alors qu'il déplore que des gens prennent déjà position. Vous voyez, la question mosaïque, la question le juste milieu, il fallait attendre la justice parce que autant les gens pensent qu'il y a vraiment peut-être ces infractions sont commises, autant lui déjà dans sa position dit que ses compatriotes sont innocents. Alors c'est pour ça que la prudence recommande qu'il faudrait que nous puissions attendre que la justice puisse réellement faire son travail, faire la lumière pour que nous puissions savoir, et espérons que tout ça puisse se calmer peut-être un de ces jours. Toujours autour du complot contre la sûreté de l'État, les démentis de NCA Bank concernant l'ouverture d'un compte au nom de Jimon Tevo Edrey soulèvent des doutes sur les preuves avancées par les autorités judiciaires. Ok, pour ce que je sais, du compte, de l'intitulé du compte et de la nature du compte, pour ce que je sais, c'est que même si le compte étant un compte d'assurance, le format du compte qui a été ouvert, c'est un format du compte qui peut aussi servir valablement comme si c'est un compte courant. Alors, la question de prudence que je dis, nous avons une affaire devant la justice et il est beaucoup plus prudent
de pouvoir laisser la justice pour pouvoir faire son travail, pour que nous puissions vraiment avoir tous les éléments possibles d'appréciation. Mais au niveau du compte que je sais, le même format du compte qu'on a, c'est-à-dire par rapport à la nature du compte qui a été ouvert, cette nature peut servir aussi de compte courant. Alors, vous pensez que cette histoire de complot contre la sûreté de l'État peut nuire à l'image du Bénin à l'échelle internationale? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Au contraire, ça permet de densifier, de renforcer l'autorité de l'État. La question, c'est que nous attendons tous la décision de la justice parce que pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que je recommande vivement que nous puissions attendre pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais des questions de positionnement, il ne faudrait pas que nous puissions nous avancer et dévancer la justice dans son travail. Les juges qui travaillent en ce moment et on attend que la lumière puisse être faite pour pouvoir juger. Mais je ne pense pas que ça puisse être des éléments qui puissent salir vraiment l'image de notre pays, non. Alors, nous avons fêté récemment 9 ans de décès du général Mathieu Kérékou. À la lumière des récents événements, pensez-vous qu'il existe une similitude entre le coup d'État de 1972 mené par le général Kérékou et son ami le général Kouyami? Et quel enseignement peut-on tirer de ces événements qui sont un peu similaires aujourd'hui avec le complot contre la sûreté de l'État entre Patrice Talon et son ami Olivier Bokor? Non, je ne pense pas parce que vous voyez, comme je l'ai dit, les éléments ne sont pas les mêmes. Vous avez énuméré comme coup d'État il y a de cela quelques années. C'est qu'il faut comprendre que nous sommes dans un contexte où, et justement, c'est un contexte où il y a un régime militaire qui nous a dirigés. Et à partir de ce régime militaire, nous avons eu un gouvernement de transition, un gouvernement militaire. Ça veut dire que c'est réellement, nous sommes dans le cas d'un coup, ce que nous appelons communément coup d'État. Ici, il s'agit justement de ce que nous appelons complot contre l'autorité de l'État, qui est ce qu'on appelle un avant-garde de ce qu'on appelle coup d'État, un peu tout ce qui rentre dans la préparation réellement de ce que la partie visible de coup d'État. Par rapport à ce que vous avez dit, oui, effectivement, on était dans un cas réel, palpable, mais ici, nous sommes dans un cas où vous allez voir, au niveau de la justice, je l'ai dit tantôt, les éléments sur lesquels les juges peuvent tabler et que le complot contre l'autorité de l'État est établi ou pas. Il s'agit, je le rappelle encore, des éléments de l'intention, des éléments de volonté concertée et les moyens matériels. Et la question que nous tous nous posons, est-ce qu'au vu de ces éléments-là, est-ce qu'il faut conclure à un complot contre l'autorité de l'État ou pas? Nous avons chacun de nous ses réponses, mais il faut laisser la justice faire son travail. Alors, le contexte politique d'hier et d'aujourd'hui sont-ils comparables? Pensez-vous que l'histoire se répète? Oui, la démocratie est dynamique, le contexte, tout système politique est dynamique et ce n'est pas le même contexte parce que les défis économiques ne sont pas les mêmes et puis les challenges justement de développement ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas le même contexte, mais la philosophie reste la même parce qu'un État reste un État. Quelle Je philosophie? dirais la philosophie, les socles qui régissent un peu notre nation restent les mêmes, les piliers. Il n'y a pas de changement en tant que sorte, mais je ne parle pas de la philosophie de développement, je ne parle pas de la philosophie de développement, mais je parle des socles qui régissent notre nation restent les mêmes, les fondamentaux restent les mêmes, mais en matière de développement... Vous allez citer encore ces fondamentaux, ces socles sur lesquels se base notre démocratie actuelle. Mais vous savez, entre autres, le mandat, l'on ne peut faire plus de 2 mandats, par exemple. On ne peut pas avoir plus de 70 ans. Voilà, ce sont des socles. Vous voyez un peu, donc, le multipartisme intégral. Donc voilà, ce sont des socles. Passons maintenant aux enjeux électoraux avec le code électoral et la question d'un 3e mandat éventuel au centre des débats. Le récent discours du président de l'Assemblée a alimenté des spéculations et certains se demandent si ces discussions pourraient influencer les prochaines réformes électorales. Monsieur Kwassassi, comment interprétez-vous ces signaux et quelle est la position de l'UP Le Renouveau sur ces sujets? Merci beaucoup, madame, pour justement ce sujet qui est un sujet important de la vie, je dirais, politique de notre pays, parce que ce sujet fait appel à une notion importante qui constitue le socle, je dirais même la réforme phare du président de la République, ou du moins du gouvernement actuel. Et cette réforme phare
On appelle ça la réforme du système partisan. Parce qu'on ne peut pas prendre le code électoral seul et opiner. Il faut prendre la réforme de façon générale, en bloc, pour pouvoir comprendre. Parce que dans ce, je dirais, combo, vous allez voir au niveau de la réforme du système partisan, la charte des partis politiques qui a été adoptée. Vous allez voir le code électoral, vous allez voir la loi sur le financement des partis publics, vous allez voir la loi sur les statuts de l'opposition. Et si on prend séparément, on ne va pas comprendre la logique qui sous-tend le système, c'est-à-dire la réforme du système partisan. Cette réforme, je vais vous rappeler, madame, ce n'est pas au temps du président Talon que les acteurs politiques ont commencé par agiter cette réforme. C'est depuis, je dis bien, l'Union fait la nation d'ailleurs, d'alors, depuis, je dirais, 2012, que dans une proposition manifeste que l'Union fait la nation d'alors a appelé le livre bleu, c'est depuis ça qu'ils ont commencé. Et bien avant ça, moi j'ai suivi un élément la dernière fois sur la conférence nationale, où au cours des débats de la conférence nationale, les gens, c'est-à-dire des participants, ont prôné réellement cette réforme-là. Mais ce qui est beaucoup plus palpable, c'est à partir du livre bleu de l'Union fait la nation que vous allez voir tout ce que je viens de citer, le code électoral, la charte des partis politiques, le financement public, et puis la loi sur le statut de l'opposition. Depuis, à ce moment-là, que vous allez constater que les gens ont commencé par agiter. Moins le président Yahya Boni lui-même, au cours de son second mandat, a eu aussi à agiter aussi ces propositions-là aussi par rapport à ça. Lorsqu'il prenait, il faisait son serment à Porte-Nouveau, il en a eu à parler. Ça veut dire que c'est les acteurs politiques qui ont eu à porter réellement cette volonté de réforme du système partisan. Et le président Talon, étant un visionnaire, a compris ces enjeux et il a accompagné, justement, il a donné un habit, il a fait un habillage qui permet aujourd'hui que nous puissions être dans ce concept-là. En réalité, je dirais simplement en deux mots, quel est l'avantage de la réforme du système partisan? L'avantage de la réforme du système partisan, c'est que dans ce combo que je vous ai dit, c'est que ça permet que le pays puisse être géré de façon politique et que le politique amène vers le développement. Vous voyez, soit c'est un oiseau rare qui tombe, qui vient et qui fait sa campagne et qui gagne, qui appelle ses amis pour dire « venez, on va gérer ». Alors qu'ici, c'est un système, c'est un parti ou c'est un ensemble de partis qui vient et qui gère, je dis bien, et qui prend, qui connaissent, qui comprennent les réalités du pays et pour pouvoir gérer. Il n'y a plus de « c'est tel ». L'individu, il n'y a plus l'ego, c'est tel, je suis ci, je suis ça, il n'y a plus ça. C'est le parti qui, sous forme, disons, d'un projet, puisse être en mesure de pouvoir gérer et d'apporter des solutions économiques. Donc voilà à peu près ce que je pense, madame, sur ce que vous avez dit, pour dire qu'aujourd'hui, dans cette dynamique positive, c'est que le code que nous avons, c'est vrai, ce n'est pas un code qui a été voté, mais qui a été pensé, mais qui est pensé vraiment développement, qui est pensé développement derrière et qu'il faudrait que nous puissions l'expérimenter pour pouvoir voir exactement qu'est-ce qui c'est, en fait, quel est réellement l'expériment, qu'est-ce que l'expérimentation donne, quelles sont les perspectives, quelles sont les conclusions qu'il faut pouvoir donner. Certains pensent que la réforme du système partisan est dominée par la majorité, ce qui déséquilibre un peu le sens même de ce système. Je vous l'ai dit, l'idée derrière, ce n'est pas une question de majorité, ce n'est pas une question de minorité. L'idée derrière, je vous ai dit, les minorités d'hier, ou bien ceux qui se disent minorités d'aujourd'hui, c'était les majorités d'hier. Et les majorités d'hier avaient déjà pensé réellement à ce que je vous ai fait un peu l'historique pour dire c'est parti de la minorité d'hier. La minorité d'hier était l'Union fait la nation. Et à un moment donné, c'est la majorité d'hier aussi en a adopté. Pour que nous puissions venir à ce stade où on parle de minorité ou majorité, non. C'est toute la classe politique réellement qui s'est appropriée. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que les gens veulent prendre, dans le combo, ils veulent prendre un, mais vous acceptez le financement des partis publics,
Et vous dites non, le code, la charte, le code est mauvais. Non. Il faut la réforme, c'est un ensemble. Il y a la charte des partis politiques, le code électoral, le financement des partis politiques et la loi sur les statuts de l'opposition. Voilà. Alors, certains interprètent le discours du président de l'Assemblée nationale comme une préparation à des réformes électorales spécifiques. Donc, y a-t-il, selon vous, des indices concrets de ce type de préparation? Je dirais d'abord que le président de l'Assemblée nationale, dans son adresse, a prôné l'amour contre la haine. Malheureusement, la haine qu'on a observée après son message, justement, qui fait que vous avez posé cette question, c'est justement de cette haine que le président de l'Assemblée nationale pensait quand il a parlé de l'amour. L'amour parce que, vous savez, nous sommes dans un État où nous sommes tous fils et filles d'un même pays. Quelles que soient nos divergences que nous avons, c'est que nous devons prôner l'amour qui est le cœur. Nous devons, la République est un peu ce que nous appelons, ce que nous avons tous ensemble. Le Bénin que nous avons tous ensemble. Donc, cet amour, nous devrons nous aimer autour de l'idéal qui est le Bénin. Donc, le président de l'Assemblée nationale n'a pas eu tort en touchant chacun de nous pour dire, mais regardez, sondons nos cœurs pour que nous puissions, au sein de la République, même si nous ne disons pas les mêmes choses, que nous puissions être en mesure de pouvoir s'interagir et pouvoir vraiment penser Bénin, quels que soient nos points de vue, les points de vue divergents que nous allons. Alors, à partir de là, le président de la République, qui est quand même une des personnalités de ce pays, a eu à prôner aussi dans son discours la séparation du pouvoir. Et justement, comme je vous ai dit, il a dit de laisser la justice faire son travail, parce que dans son adresse, il a parlé de séparation du pouvoir. Et vous savez, le président de l'Assemblée nationale est aussi un membre éminent de notre parti politique qui est le parti UP, le Renouveau. Il est membre de la haute direction politique et dans son adresse, il a prôné clairement les valeurs qui sont les nôtres. Des valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs républicaines et des valeurs de démocratie et d'état de droit réellement. À partir de là, il faut prôner la séparation du pouvoir, laisser la justice faire son travail, laisser le gouvernement faire son travail et que chacun reste vraiment dans son travail, dans son champ pour qu'une synchronisation puisse être faite autour de l'amour, de la valeur de l'amour, parce que le pays, nous sommes tous des enfants d'un même pays et nous devrons nous aimer autour d'un idéal. Justement, c'est le sens, à mon avis, du discours contesté du président de l'Assemblée nationale, qui, justement, à travers votre question, justifie le pourquoi où il a fait son adresse autour de l'amour et autour de la séparation du pouvoir. Justement, en ce qui concerne la séparation des pouvoirs, beaucoup pensent que c'est un leurre, estimant que toute décision vient de l'État. Qu'est-ce que vous dites pour contredire l'opinion publique à ce sujet? Mais vous savez, avec tout ce qu'on a dit, hein, vous savez, chaque système, même si, éventuellement, est-ce que nous n'avons pas un président de l'Assemblée nationale, nous avons un président national, l'Assemblée nationale ne fonctionne pas, l'Assemblée nationale fonctionne. Nous avons un gouvernement qui fonctionne, le gouvernement fonctionne. Nous avons une justice qui fonctionne, nous avons le judiciaire qui fonctionne. Donc à partir de là, je ne pense pas que je suis dans une approche de beaucoup pensent. Je suis dans une approche beaucoup plus pragmatique de réalité, où nous voyons quand même un fonctionnement très clair de nos différentes institutions. Nous avons vu, il y a plusieurs lois qui sont votées, il y a plusieurs députés vont à l'Assemblée nationale régulièrement, il y a des sessions qui sont convoquées, il y a des débats qui sont... Vous allez voir les députés de l'opposition quand même opiner sur des sujets, les députés de la mouvance opiner sur des sujets, quel que soit, disons, leur parti politique. Nous, à l'Union progressiste, au Renouveau, nous avons nos députés qui opinent sur des sujets d'intérêt général. Donc, au niveau du gouvernement, le gouvernement travaille. Vous voyez que nous avons chaque mercredi les conseils de ministres. La justice fait son travail. On entend qu'il y a souvent des affaires qui sont jugées, ainsi de suite. Donc, à partir de là, je dirais que les institutions travaillent correctement et que ceux qui disent ça sont réellement dans des affabulations ou soit certainement qu'ils ont des raisons ailleurs. Vous n'êtes pas dans des beaucoup parlent, cependant des voix de plus en plus nombreuses s'interrogent sur une possible révision constitutionnelle ouvrant la voie à un troisième mandat. Quelle est la position de l'UP Le Renouveau à ce sujet?
L'UP Le Renouveau n'a pas une position variable. Il n'a pas une position variable par rapport à ce que le porte-parole du gouvernement a déjà eu à dire. Le porte-parole du gouvernement l'a statué, il a dit c'est la dernière fois qu'il va opiner sur ce sujet et que si, malgré les assurances du chef de l'État même, malgré tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pour prouver que le chef de l'État lui-même l'a dit pour dire qu'il est à son second mandat, malgré toutes ces assurances, malgré ce que le porte-parole du gouvernement, malgré les assurances de part et d'autre, malgré que, justement, nous avons écrit au cours de la révision de la Constitution, dans notre Constitution, c'est mentionné noir sur blanc que nul ne peut faire dans sa vie plus de 2 mandats et que c'est dans la Constitution. Malgré toutes ces garanties et que des gens continuent de penser, alors donnons-nous rendez-vous en octobre 2025. Parce que c'est à partir de octobre 2025 qu'on saura qui est le mois du dépôt des candidatures pour les présidentielles, qu'on saura si le chef de l'État veut faire un 3e mandat ou pas. Malgré toutes ces précautions qu'il a. Donc c'est la dernière fois, je pense que la position de l'Union progressive de renouveau est une position qui s'aligne réellement sur ce que le porte-parole du gouvernement a déjà dit. Alors, le code électoral actuel est-il, selon vous, adapté pour garantir des élections équitables et transparentes dans le contexte politique actuel? Oui, bien sûr. Le code électoral permet, il faut travailler. Le code a été adopté, le code a été promulgué, et je viens de le dire pour dire, le code adopté et promulgué était dans un combo. Le combo était clair, je vous ai expliqué un peu l'esprit de la réforme du système partisan, jusqu'à ce qu'on adopte le code électoral actuel. Le code a été adopté, connu de tous, depuis quelques mois, je dirais même bientôt 1 an. Alors, à partir de là, que les partis politiques qui aspirent à gérer le pouvoir d'État puissent se mettre au travail et travailler à aller conquérir les militants de part et d'autre. On connaît les règles de jeu ailleurs, on ne sait pas. Ailleurs, on ne connaît rien. Et c'est à la veille des élections qu'on nous envoie les codes. Mais ici au Bénin, les règles de jeu sont claires, connues de tous. Alors vous me posez la question de savoir si ça garantit l'équité. Oui, l'équité, bien sûr. La balle est ronde pour tout le monde. Alors au travail, tu as les partis politiques. Nous, à l'Union progressive de renouveau, je vais vous le dire, nous avons compris très tôt. Et depuis, vous savez, depuis que nous avons compris, nous avons déjà installé, nous avons d'abord recensé tous nos militants. Nous avons recensé tous nos militants. Nous avons fait un recensement général. Et après ça, nous avons installé nos structures de base déjà. Nous avons installé nos cellules, nous avons installé nos sous-sessions, nous avons installé nos sessions. Et à partir de là maintenant, nous avons commencé la formation. La formation parce qu'après tout, il faut pouvoir donner des rudiments nécessaires à nos militants. Donc nous avons au niveau de l'Union progressive de renouveau, nous avons, après avoir installé nos structures de base, comme je viens de vous le dire, nous avons commencé la formation de ces structures parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, il faut pouvoir faire de la culture de la citoyenneté et de l'éducation politique. Et pour aspirer à gérer le pouvoir d'État, il nous faut pouvoir former nos militants. Donc nous avons commencé cette formation-là par rapport à la formation de nos sous-sessions. La formation de nos sessions, nous l'avons fait après l'installation déjà, sur tout le territoire du Bénin. Nous avons fait déjà aussi la formation de nos sous-sessions déjà partout au Bénin. Là, nous sommes en train de nous apprêter pour faire la formation de nos cellules. Ça veut dire que nous avons compris qu'il faut qu'on travaille pour pouvoir gagner le pouvoir d'État. Alors, j'invite les partis politiques qui aspirent à gérer le pouvoir d'État à se mettre au travail comme l'Union progressive de renouveau qui a compris très tôt et qui travaille déjà. On parler un peu plus de cette formation en vue des élections à venir. L'information, le contenu est simple. C'est beaucoup plus sur quelle est la philosophie du parti, l'idéologie de notre parti, le comportement quand on est militant. Parce que quand on est militant, quelles sont les responsabilités qui sont les nôtres? Quels sont les engagements qui sont les nôtres? Et quel est le devoir principal que le parti attend de nous, que nous attendons du parti? Et quel est réellement notre rôle dans la bataille, les batailles politiques qui s'annoncent en 2026? Et justement, ces formations tournent autour de ça. Et comme nous avons dit, nous avons déjà fait pour les sessions, nous avons déjà fait pour les sous-sessions, nous avons l'Union progressive de renouveau, nous avons au niveau des sessions,
on en a pratiquement près de 150 sections. Nous avons au niveau des sous-sections près de 600 sous-sections. Et nous avons au niveau des cellules près de 6000 cellules. Vous imaginez qui sont installés, prêts pour la bataille, qui sont installés déjà. Et nous avons déjà cette formation tout autour de ça, de ces aspects, des aspects qui sont des aspects de pédagogie, des aspects d'idéologie et des aspects qui permettent aux militants de se retrouver, de savoir réellement quel est le devoir qu'ils ont envers le parti, quel est le devoir qu'ils ont envers le Bénin et quel est leur rôle dans la bataille politique qui s'annonce en 2026. Vous faites bien de soulever la question du militantisme politique. Comment voyez-vous le rôle de la société civile en ce qui concerne le militantisme politique? La société civile, comme je disais, dans son rôle pour égayer. La société politique, la société civile pour égayer, pour montrer réellement, justement, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et pour pouvoir opiner sur certains sujets de préoccupation nationale, je dirais, qui permet, ou bien pour fixer le cap de la neutralité, c'est tout. La société civile est dans son rôle pour fixer le cap justement de la neutralité. Certains analystes politiques pensent que les réformes électorales à venir pourraient servir certains intérêts politiques. L'UP, le renouveau, partage-t-il cette opinion? Les réformes qui sont en cours et qui sont à venir, aucune réforme n'est du genre à pouvoir créer de la division contre la minorité, contre la majorité, non. L'intérêt derrière, c'est beaucoup plus un intérêt de développement. Et quand je vous ai parlé de la réforme du système partisan, c'est beaucoup plus une réforme qui nous permet de pouvoir aller vers le développement. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple. L'exemple beaucoup plus simple, avant, quand, je dirais, l'oiseau rat vient, nous le prenons, il voit son ami à côté, il le bombarde, il voit tel dans tel village, il le bombarde, et c'est comme ça que le pays est géré. Aujourd'hui, avec le génie du président Talon, qui a compris très tôt que tous les acteurs politiques ont compris la nécessité de créer un cadre qui permet aux partis politiques de pouvoir gérer le pouvoir d'État. L'exemple que je vais vous donner, c'est quoi? Je viens de vous dire que nous, à l'Union progressiste de renouveau, nous avons déjà installé peut-être, par exemple, nous avons déjà installé près de 6000 cellules. Et aujourd'hui, dans tous les villages, je dirais même dans toutes les rues, nous avons des militants qui sont recensés. À partir de là, les préoccupations que nous avons, c'est des préoccupations qui sont des préoccupations tangibles. On ne peut plus être à Cotonou et dire, par exemple, qu'on veut apporter un développement. Nous avons des relais qui nous permettent de savoir exactement quel est le problème réel dans telle localité. Et à partir de là, nous appliquons vraiment la vraie thérapie qui permet de faire une thérapie réelle, la thérapie vraiment de développement. Donc vous voyez par exemple cet exemple-là. Donc ça veut dire que aujourd'hui, il n'est plus question de hasard. Il est question de choix politique et de pouvoir assumer. Donc, il n'y a pas de réforme qui puisse créer l'exclusion. Non. Les réformes qui se font à ce moment, c'est des réformes qui nous amènent à un développement pérenne. La dernière fois, je discutais avec, ou bien je suivais l'actualité, et il y a l'ambassadeur chinois qui disait que, j'ai suivi une interview, et l'ambassadeur chinois, Bédo Bénin, disait que avant qu'il ne soit arrivé à ce niveau, la Chine, qu'ils ont dû se sacrifier pendant près de 20 ans. Et que le président Talon, dans ses approches, dans ses réflexions et dans les réformes, et quand on voit le Bénin de loin, quand on voit le Bénin aujourd'hui, l'essor que le Bénin prend, que le président Talon est sur cette voie-là, qu'il faut pouvoir à un moment donné marquer les angles et pouvoir vraiment apporter des réformes positives. Donc les réformes qui sont visées, oui, peut-être certainement des réformes difficiles, mais c'est des réformes qui nous permettront des essors. C'est des réformes politiques qui nous permettront de pouvoir vraiment avoir une indépendance vraiment politique et économique. Alors, les controverses actuelles pourraient-elles influencer les intentions de vote des citoyens à l'issue des prochaines élections? Nous travaillons, comme je l'ai dit, chaque parti politique travaille. Je vous ai montré tout à l'heure qu'à l'UP Le Renouveau, nous ne dormons pas. Nous avons compris très tôt qu'il faut travailler. Nous voulons gagner le pouvoir d'État. Et puis, à un moment donné, il faudrait que nous puissions nous affûter. Nous avons compris très tôt qu'il faut se mettre à la tâche. Nous ne sommes pas un institut de sondage pour savoir si, en ce moment, les populations vont s'adapter ou vont voter ou pas.
mais nous travaillons pour pouvoir assurer la victoire à l'UP Le Renouveau. Donc, je vous l'ai dit, très tôt, nous avons compris qu'il faut vraiment, vraiment travailler et aller vers nos concitoyens, discuter des questions de préoccupation, les former, nous faire comprendre, leur faire comprendre réellement ce que nous pensons, ce que nous partageons, notre philosophie politique et notre philosophie de développement. Pensez-vous que la situation politique actuelle risque de compliquer l'organisation des élections générales au Bénin sur le plan logistique ou sécuritaire? J'ai lu la dernière fois que la Sénat s'apprête. Déjà, la Sénat a déjà voté son budget, j'ai lu dans la presse. Donc la Sénat s'apprête, la Sénat a eu déjà fait beaucoup de simulations. De la même, donc toutes les institutions déjà sont en roue libre et travaillent déjà d'arrache-pied pour que nous puissions en 2026 avoir ce qu'on appelle de belles élections, des élections sous l'égide de festivités. Donc le plus important, ce n'est pas que je ne pense pas, je crois fermement à ce que nous puissions organiser ces élections et que l'expérimentation, autant du code électoral, de tous les dispositifs nationaux, politiques qui est mise en place, cette expérimentation puisse être une expérimentation concluante. Donc je ne crois pas, je suis persuadé que ça va très bien se passer. Les institutions qui sont en charge des élections sont en roue libre, travaillent déjà d'arrache-pied. Nous sommes en 2024, donc nous avons quand même quelques mois devant nous, pour ne pas dire encore une année, plus d'une année devant nous. Mais déjà très tôt, les gens s'articulent, les gens travaillent, et les partis politiques travaillent, les institutions travaillent. Nous venons de vous dire qu'à l'UP Le Renouveau, nous travaillons déjà d'arrache-pied. Et ce que nous faisons, ce n'est que ce que j'ai dit, ben, ça travaille très fort. Donc, je pense, je suis persuadé que ces élections vont se dérouler de façon positive avec quand même des résultats palpables. On est curieux aussi de savoir le calme qui s'observe autour du président de la République par rapport à son dauphin, rien n'est dit. Pourquoi ce calme? Il y a la stratégie, il y a la réflexion derrière, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est tellement au micro, au caméra, beaucoup de choses, ça bouge, ça travaille, ça réfléchit. Donc il ne faut pas à ce que le calme que vous observez, je vous ai dit, c'est peut-être beaucoup plus stratégique. Nous savons que le président de la République est à la fin de son second mandat. Et je vous l'ai dit justement qu'à la fin de ce second mandat, il y a des ambitions. Et l'expression de ces ambitions, justement, c'est ça qui crée des malaises que notre doyen, l'ex-président de la Cour suprême, a eu à évoquer et qui, d'ailleurs, fait que lui-même, il se dit qu'il est perdu un peu, justement, alors que ces ambitions, c'est logique. Et je vous ai dit, il y a des cadrages qui doivent se faire et stratégiquement, ça réfléchit, ça travaille stratégie. Les gens ne dorment pas. Donc c'est pour vous dire que non, il n'y a pas de calme. Ce n'est pas de calme, c'est un calme qui travaille en réalité. Et vous ne pensez pas que c'est ce calme qui bouleverse un peu les opinions au sein de la société civile et même de la société politique en général? Mais à un moment donné, ben, le cap serait fixé et puis et ce calme que vous avez semblé remarquer, je vous ai dit, c'est un calme qui travaille. Le calme qui travaille, en son temps, vous verrez très bien que le travail qui est fait et qui sortira, c'est un travail très positif, stratégiquement. L'essentiel, c'est il faut pour que le Bénin puisse en sortir gagnant. C'est tout. C'est des questions de développement. Et nous sommes à une étape de la vie sociopolitique de notre pays où il faut pouvoir travailler dans le calme. C'est la période qui s'y prête. Il faut pouvoir réfléchir dans le calme. Mais vous voyez, il n'y a pas de calme dans les questions, dans tout ce que nous voyons comme infrastructure. Non, vous voyez, partout, le gouvernement est en train de réaliser des travaux, mener des actions, et vous voyez que tout est en train de changer, et tout ce qui est cap fixé par le gouvernement au niveau du programme d'action, que ce soit le programme d'action 1, que ce soit le programme d'action du gouvernement 1, ou que ce soit le programme d'action du gouvernement B, vous voyez quand même que le gouvernement travaille d'arrache-pied sur les réformes, sur les chantiers, partout. Donc il n'y a pas de calme là. C'est des engagements que le gouvernement a eu à prendre jusqu'en 2026. Il n'y a pas de calme sur ces chantiers-là. Mais le calme que vous acceptez, c'est que vous attendez que des dauphins puissent être, ou un ou des dauphins puissent être désignés. En son temps, le chef de l'État a déjà fixé le cap. Il a dit, à 6 mois des élections,
on va pouvoir fixer le cap. Alors, suivons-le. Quelle est la priorité, selon vous, pour les acteurs politiques et institutionnels afin de renforcer la confiance des citoyens dans le processus démocratique? La priorité, la priorité qui est plus importante, c'est que aujourd'hui, il faut pouvoir écouter. Il faut pouvoir écouter. Et nous, à l'Union progressiste de renouveau, nous travaillons d'arrache-pied. Et comme je vous l'ai dit, c'est d'où l'intérêt pour nous de pouvoir installer nos cellules, parce que nous avons maintenant des racines dans quasiment près de 6000 villages ou 6000 cellules qui nous permet de pouvoir écouter la base. Et c'est à partir de là que nous allons pouvoir établir ce qu'on appelle à partir d'un diagnostic, notre programme de société qui va tenir compte de toutes ces aspirations-là. Donc le plus important en ce moment, c'est d'écouter et puis ensuite accompagner le gouvernement à pouvoir honorer ce qu'il honore déjà d'ailleurs, tout ce qui est programme est fixé dans le programme d'action B ou le programme d'action, les engagements qui sont pris jusqu'en 2026 pour que, au thème de ça, au thème du bilan, nous puissions se taguer et dire réellement que nous avons fait quelque chose à travers le gouvernement et que voilà les actions que le gouvernement a promis, voilà ce qui est fait. Et puis, ce qui n'est pas fait, nous allons humblement faire le diagnostic et pouvoir se projeter et avec l'Union progressiste de renouveau pour pouvoir bien réfléchir à l'interne, savoir exactement qu'est-ce qu'il faut porter, comment est-ce qu'il faut travailler sur notre vision pour le pays à partir de 2026. Avec l'accord récemment signé entre l'UPR et le Bloc républicain pour renforcer la collaboration dans la gestion des collectivités territoriales, comment l'UPR compte-t-elle s'assurer que les attentes des citoyens en matière de services publics seront effectivement satisfaites? Quand vous parlez d'accord, l'accord, vous savez, il y a 3 sortes d'accords. Il y a 3 sortes d'accords qui sont régis, qu'on note dans nos tests. Je ne parle pas des tests, les tests de la République. Il y a ce que nous appelons les accords, qui est le plus ancien des accords, qui est l'accord au niveau des municipalités, l'accord de gouvernance au niveau des municipalités, parce que, qu'il vous souvienne qu'au cours des élections municipales, au cours des élections législatives, municipales, communales, disons, au cours des élections communales passées, c'est qu'il est arrivé des communes où vous allez voir qu'il y a des majorités nettes, où à un moment donné, nous savons que, supposons, chez moi à Bomé, c'est l'Union progressiste de renouveau qui a eu la majorité des conseils. C'est net ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est l'Union progressiste de renouveau qui doit désigner celui qui va être maire ou les membres du conseil, en fait, de l'exécutif du conseil, au niveau du conseil communal. Mais il y a eu des communes où il y a l'Union progressiste de renouveau, l'autre parti politique, qui est un parti, il y a un parti politique, l'Union progressiste de renouveau, et l'autre parti politique de la mouvance, qui, à un moment donné, n'ont pas pu se départager. Pour avoir, il n'y a pas eu un parti politique qui a eu ce qu'on appelle une majorité simple pour pouvoir désigner librement. À partir de là, il y a eu un accord. Donc c'est cet accord, aujourd'hui, cet accord était verbal à l'époque. Mais dans l'évaluation de ces accords, que justement, il y a eu des problèmes. Par exemple, le maire, peut-être l'Union progressiste de renouveau. Le premier adjoint au maire est peut-être l'autre parti de la mouvance, ainsi de suite. Donc, à partir de là, l'évaluation permet de créer, bien à constater quelques défauts, quelques problèmes, des problèmes de collaboration. C'est tout ça qui fait que l'Union progressiste de renouveau et le parti de la mouvance ont décidé de se réasseoir pour faire l'évaluation et pouvoir discuter. Mieux, vous savez qu'au niveau des tests maintenant qui régissent le fonctionnement des mairies, le maire doit nommer
ou bien ses collaborateurs, entre autres le directeur de cabinet, le secrétaire, son chargé de mission, par rapport à ses conseillers ou ses protocoles. Mais il faut quand même que dans ces communes où nous avons un accord sur la gestion communale, que nous puissions, en l'évaluation, maintenant, au vu de l'évolution de la loi, qu'il faut plus s'asseoir pour dire, mais qui fait quoi? Comment on fait? Comment on gère? En réalité, c'est de cet accord qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un accord encore pour les élections à venir, non. Donc, l'accord, c'est notre vue encore qui porte sur la gestion communale que nous avons auditée, que nous avons évaluée, et qu'en fonction de la situation actuelle, de l'évolution des différents en fonction de cette situation, que nous avons dit qu'il faut que nous puissions nous asseoir avec l'autre partie de la mouvance, avec qui nous avons un accord pour pouvoir faire cette évaluation et évaluer ça et pouvoir définir. Donc, mettre ça dans un cadre parce que c'était beaucoup plus verbal avant. Donc, c'est maintenant que c'est beaucoup plus officiel. C'est pour ça que vous avez entendu parler d'accord. Il y a deux autres accords. Il y a l'accord de gouvernance. Vous comprenez, il y a d'autres accords. Il y a deux autres accords. Il y a l'accord parlementaire. Pouvez-vous nous donner davantage? L'accord parlementaire, c'est par rapport en réalité, hein, l'accord parlementaire, c'est beaucoup plus sur ce qui est dit dans le code électoral maintenant, où on dit qu'il faut beaucoup plus, à un moment donné, on peut sur place, il faut se voir la mouvance, l'opposition et autres. Après ça, il y a ce qu'on appelle l'accord de gouvernance. Et l'accord de gouvernance, c'est ce qui, peut-être certainement, qui est évoqué et que les gens disent qu'en son temps, il faut pouvoir le faire pendant les élections, certainement qui arrivent, où on peut pouvoir, au niveau de la désignation de la gestion du pays, ensemble, il faut pouvoir avoir l'accord de la gouvernance. Donc l'accord parlementaire, c'est beaucoup plus sur les élections législatives, de façon beaucoup plus claire, comme on le dit, pour pouvoir surpasser les 20% au niveau de chaque circonscription électorale, c'est cet accord parlementaire. Et l'accord de gouvernance, c'est beaucoup plus dans le cadre de la gestion participative du pays en son temps. Voilà. Donc, c'est parce qu'on a refusé les alliances qu'il y a peut-être tous ces accords-là. Mais l'accord dont il s'agit ici, et qui est signé, il n'y a pas d'autre accord qui est déjà signé. L'accord qui est signé ici, c'est comme vous-même vous l'avez souligné, c'est l'accord au niveau de la gestion des municipalités et qui est né de l'évaluation de ce qui est fait entre-temps au niveau de la gestion des municipalités pour qu'il débouche réellement sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut gérer maintenant la loi sur la décentralisation comme je viens de vous dire, ainsi de suite, comment est-ce qu'il faut gérer les contradictions qui sont nées, comment est-ce qu'il faut planer, ainsi de suite. Voilà un peu, c'est de cet accord qu'il s'agit. Donc, l'Union progressiste de renouveau et le parti de la mouvance dont vous faites référence n'ont pas signé un accord encore pour se mettre ensemble, non. Comment envisagez-vous de maximiser cette alliance pour asseoir votre influence politique face à l'opposition? Pour l'instant, nous travaillons. À l'Union progressiste de renouveau, nous travaillons. Il n'est pas encore question, je vous ai dit, de travailler, de penser, nous travaillons. Et nous avons notre agenda. Et notre agenda en ce moment, comme je vous ai dit, après l'installation de nos structures de base, c'est de former nos militants. On vient de former, on a déjà formé les militants au niveau de la session, on a déjà formé nos militants au niveau de la sous-session. Nous sommes en train de vouloir entamer le cap de la formation de nos militants au niveau des différentes cellules. Nous sommes préoccupés par rapport à ça. Ça nous donne beaucoup d'énergie par rapport au niveau de cette formation. Donc, on y est. Donc, l'idée pour nous, on n'est pas encore dans le cadre de réflexion des différents accords. En son temps, nous allons penser à ça. En son temps, on verra bien qu'est-ce qui est possible. Mais pour l'instant, c'est que nous voulons mettre au travail nos militants pour la victoire de 2026.
L'accord prévoit-il des mesures pour surmonter les défis que vous pourriez rencontrer en ce qui concerne la mise en œuvre des décisions prises lors de votre collaboration, surtout dans le contexte actuel des réformes du Code électoral? Bon, vous voyez qu'il ne s'agit pas des accords dans ce sens. Le parti Union progressiste de renouveau, et je vous ai dit clairement de quel accord il s'agit. Ça s'arrête au niveau des municipalités, la gestion des communes. C'est seulement à ce niveau. On ne sommes pas au niveau du code électoral. Le code électoral a été voté et promulgué déjà. Donc, au niveau de la gestion du code électoral, c'est promulgué, voté. Et les députés, il y a des députés en son temps de l'Union progressiste de renouveau qui ont voté massivement. De la même manière, il y a des députés du parti de la mouvance dont vous avez fait cas qui ont voté massivement. De la même manière, il y a des députés du parti de l'opposition qui est à l'Assemblée nationale qui ont voté massivement. Donc, nous ne sommes pas... qui ont voté, en fait, qui n'ont pas voté du tout, je ne dirais pas, parce qu'ils n'ont pas voté, de l'opposition qui n'ont pas voté. Mais en son temps, on va pouvoir le faire. Mais pour l'instant, chaque parti politique qui aspire à gagner le pouvoir d'État se met au travail, comme à l'UP le renouveau. Nous, on est déjà au travail, on a compris que pour pouvoir gagner en 2026, il faut se mettre au travail résolument. Le code est voté, le code a été promulgué, alors au travail tout le monde. Pour conclure, que diriez-vous des tensions institutionnelles observées au Bénin aujourd'hui? Merci beaucoup pour cette émission et je pense pour ma part qu'il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude parce que ce que nous avons évoqué tout au long de cette émission ne sont que des questions qui sont des questions légitimes, des préoccupations légitimes. Et au-delà de ces préoccupations, il faut que nous puissions savoir que l'idéal derrière, comme l'a souligné le président de l'Assemblée nationale, c'est que nous puissions, par le cœur, par l'amour, puisse dire nous avons que le Bénin. Et le Bénin que nous avons, par le cœur, par l'amour, c'est un Bénin où nous sommes appelés, quelles que soient nos divergences, quels que soient nos points de vue, à pouvoir travailler pour que le Bénin puisse être un. Et mieux aujourd'hui, il faut comprendre que le gouvernement, à travers le président de la République, travaille d'arrache-pied pour pouvoir apporter une solution positive au temps. Et nous, à l'Union progressiste de renouveau, il faut comprendre que nous avons compris très tôt qu'il faut se mettre au travail. Nous avons compris très tôt que le code est voté et c'est à partir de là que nous avons pris la mesure des choses et que nous sommes descendus pour pouvoir installer le scrutin de base qui est effectif. Nous sommes en pleine formation de nos militants sur nos différentes valeurs. Alors, je voudrais inviter les uns et les autres à pouvoir maintenir et garder le cap parce que le plus important est devant nous et rien n'est encore derrière nous. Et comme vous l'avez dit, des questions institutionnelles, il peut toujours en avoir, mais au-delà de tout, sachons que nous avons le Bénin. Le Bénin, nous n'avons que le Bénin. Merci. Merci à vous, Monsieur Franck Bassassi, pour vos éclairages sur ces sujets importants. Les questions que nous avons abordées sont au cœur des préoccupations des Béninois aujourd'hui et nous espérons que cet entretien a permis à nos téléspectateurs de mieux comprendre les enjeux politiques actuels. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un autre entretien, toujours en direct du studio François-Xavier Noumon. Retrouvez-nous sur notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin et via notre application iOS et Android ETélé tout simplement. ETélé avec vous pour vous.